qui se joue aujourd'hui pour l'environnement n'est pas seulement une question écologique, c'est une question de survie, de développement et d'avenir pour les générations qui nous succéderont. Mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre pour cette émission spéciale consacrée à la Journée mondiale de l'environnement. Cette année, la communauté internationale est appelée à se mobiliser autour du thème « Maintenant pour le climat », un thème qui sonne comme une harlette, mais aussi comme un appel à l'action immédiate. Car aujourd'hui, le changement climatique n'est plus une préoccupation réservée aux scientifiques. Il impacte déjà notre quotidien. Face à cette réalité, comment comprendre les enjeux environnementaux actuels qui portent la responsabilité de cette situation et surtout, quelles solutions pouvons-nous mettre en œuvre pour préserver l'avenir des générations futures? Pour en parler, nous recevons pour vous ce matin, mesdames et messieurs, 3 invités. En premier, Monsieur Luc Anator, il est cofondateur de VD Action, un point focal Bénin Francophonie Zéro Plastique et activiste environnemental. Bonjour monsieur, merci d'être avec nous. Bonjour, merci de nous recevoir sur ce plateau. C'est un plaisir. Alors, vous avez monsieur Ayodele Timothée Biaou, il est géographe spécialiste des sciences de l'environnement et de l'aménagement du territoire. Il est également chef du département ingénierie de projets et systèmes de management au sein du cabinet d'études stratégiques pour le développement. Bonjour monsieur, merci d'être avec nous. Bonjour Madame la journaliste, c'est un plaisir pour nous. Madame Hermione Kodjo, elle est ingénieure, agronome, forestière, spécialiste du changement climatique et de l'agriculture, directrice exécutive de Nature Plurielle ONG. Bonjour Madame et merci d'être là. Bonjour, c'est un plaisir d'être là. Alors, le plaisir est justement partagé ce matin de tous les côtés. Et bien sûr, chaque année, mesdames et messieurs, le 5 juin, le monde célèbre la journée mondiale de l'environnement. Cette journée constitue l'un des plus grands rendez-vous internationaux consacrés à la protection de notre planète. Avant d'aborder, bien évidemment, le thème retenu cette année, Monsieur Luc Anator, dites-nous pourquoi est-ce que la journée mondiale de l'environnement demeure-t-elle plus pertinente que jamais en 2026? Merci pour la parole. Aujourd'hui, la journée mondiale de l'environnement en 2026 suscite un tel engouement puisqu'aujourd'hui, le monde évolue, le monde va très vite. Aujourd'hui, la pollution environnementale et tous les dégâts qu'elle entraîne ont beaucoup d'incidence sur nous, sur notre mode de vie et sur les générations à venir. Mais ce n'est pas le plus pertinent, le plus important, c'est quand on parle de générations à venir, il y a déjà un problème, c'est que ce n'est pas la génération de demain. Aujourd'hui déjà, la pollution environnementale, et je ne parle pas que des problèmes liés à la couche d'ozone, au réchauffement climatique, il y a la pollution de fond, la pollution plastique, la pollution environnementale et bien d'autres qui aujourd'hui impactent notre mode de vie, que nous soyons acteurs ou non. Ce qui fait qu'aujourd'hui tout le monde doit se mobiliser et tout le monde doit jouer sa partition pour faire changer les choses. D'accord. Alors, merci Monsieur Ayodele Timothée Biaou. Maintenant, pour le climat. Alors, dites-nous, qu'est-ce que ce thème dit de l'urgence de la situation mondiale? Merci à vous Madame la journaliste. Maintenant pour le climat, ça sonne aujourd'hui comme un réveil tout simplement pour nous dire qu'il est temps que nous puissions faire des actions beaucoup plus concrètes. Il faut donc mettre un terme au bavardage et passer donc à l'action parce que les effets néfastes des changements climatiques ne sont plus à démontrer. Tout le monde le constate aujourd'hui. Nous le vivons aussi bien dans la partie septentrionale que dans la partie méridionale du pays. Et même au-delà donc de nos frontières, tout simplement, les effets néfastes donc de ces changements climatiques aujourd'hui nous prennent de plein fouet. D'accord. Alors,
On dit agir maintenant, d'accord? Mais concrètement, qui doit faire quoi dès aujourd'hui, Madame Hermione Kojo? Ouais, c'est une très belle question. L'action est aujourd'hui vraiment collective parce que nous sommes tous concernés par les effets des changements climatiques, que nous soyons vieux, jeunes ou enfants, riches ou pauvres. Nous sommes tous interpellés et à divers niveaux et autour de nous, au quotidien, nous devons mener des actions pour un temps soit peu réduire les effets de ces crises environnementales. D'accord. Alors, une fois, mesdames et messieurs, une fois le sens de cette journée et de son thème compris, intéressons-nous à la réalité environnementale que nous vivons, bien sûr, aujourd'hui. Alors, lorsque l'on parle de crise environnementale, de quoi est-ce qu'il s'agit concrètement, Monsieur Luc Anato? Aujourd'hui, quand on parle de crise environnementale, tout premièrement, la majorité pense au climat, au réchauffement climatique. Pourquoi au climat? C'est parce que ce qui est le plus médiatisé, ce qu'on voit le plus quand peut-être on scrolle sur les réseaux sociaux, c'est que les glaciers fondent, D'accord. que nous allons tous finir inondés D'accord. et que la terre ne sera plus vivable pour se transformer en désert. Ça, c'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on sait. Mais aujourd'hui, quand on parle d'environnement et quand on parle de pollution environnementale, ça comprend beaucoup plus de choses. Puisque le réchauffement climatique, et quand on parle juste du climat, ça repose déjà sur beaucoup de piliers. Déjà, les dégagements de CO2, le méthane, les gaz à effet de serre, qui sont tous de la responsabilité humaine, c'est-à-dire les industries, l'élevage, l'agroalimentaire. Puisque l'élevage, l'agroalimentaire, là, il y a production de méthane. Notre mode de vie aussi. Les voitures, les motos, acheter des voitures de deuxième main venues de l'Europe et tout, ne pas faire les maintenances. Donc, tout ce qui nous entoure, tout notre mode de vie a un impact direct déjà sur le réchauffement climatique. Et là, je ne parle que de ce qui produit les gaz à effet de serre. Là, maintenant, on va parler maintenant du plastique, des déchets plastiques et du plastique en tout genre, l'impact que cela a sur notre santé, l'infiltration des polluants et divers dans la nappe phréatique et autres, et l'impact que ça a directement sur notre santé, puisque c'est un passage ou bien c'est une partie de la chose que beaucoup oublient. On parle du réchauffement climatique, on dit oh il fait chaud, oh il y a tel problème, mais on oublie et beaucoup n'ont pas connaissance du problème de fond qui est au niveau de la pollution. Beaucoup de maladies aujourd'hui, beaucoup de jeunes qui ont de cancer aujourd'hui. On ne sait pas d'où ça provient, mais ça provient de notre environnement, de notre cadre de vie. Exactement, nous allons y revenir. Monsieur Luc Anato, vous décrivez voilà, une crise environnementale qui, bien évidemment, se manifeste déjà dans notre quotidien. Et j'aimerais justement me tourner vers vous, Monsieur Ayodele Timothée Biaou. Vous observez ces dynamiques sous l'angle de l'aménagement du territoire et de l'occupation des espaces. Alors dites-nous quels sont aujourd'hui les principaux défis environnementaux auxquels le Bénin est confronté. Merci à vous. Et déjà, parlons donc des différents défis auxquels nous sommes confrontés. Le premier défi qui me plaît déjà de pouvoir soulever, c'est la gestion donc, des déchets. Vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, dans la plupart des grandes communes que nous avons une mauvaise structuration donc, de la gestion des déchets. Et donc, cette mauvaise gestion des déchets contribue grandement donc, au phénomène d'inondation que nous constatons tout simplement. C'est vrai qu'aujourd'hui, au Bénin, on va dire qu'il y a des actions qui se font. J'en veux pour preuve la SGDS, qui est quand même une société aujourd'hui qui nous permet quand même de dire que dans l'espace du Grand Nokoué, à savoir Cotonou, Porto-Novo, Abomey-Calavi, Ouida et Semekoji, il y a quand même un travail de fond qui est fait. Et j'en veux également pour preuve la ville de Parakou, où la SGDS également a déployé ses équipes également. Donc la gestion des déchets aujourd'hui est un grand défi auquel nous devons faire face. Au-delà de cela, il y a également l'érosion côtière aussi aujourd'hui qui représente un défi majeur auquel nous devons forcément trouver des solutions idoines. Au-delà également donc, de l'érosion côtière, il y a également l'avancée du désert dans la partie nord du Bénin. Il y a également les phénomènes d'inondation. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a quelques semaines, nous avons quand même fait face
ici à Cotonou à une très forte pluie qui a quand même créé beaucoup de dégâts sur nos routes et également au niveau des infrastructures sanitaires en termes d'écoulement donc des eaux. Ça a posé beaucoup de problèmes. Pareil également dans la partie septentrionale qui a également goûté donc à cette pluie aussi qui a fait beaucoup de ravages. Et donc au-delà de tout cela, nous allons également parler donc de la baisse de la productivité aujourd'hui qui représente un défi majeur. À côté de cela, il y a aussi la déforestation qui aujourd'hui représente un défi majeur auquel la direction des eaux et forêts aujourd'hui a pris cette question à bas le corps pour quand même permettre tout simplement de pouvoir faire face à ces défis et répondre conséquemment donc aux effets néfastes des changements climatiques. Alors, merci pour cet éclairage. Madame Hermione Kodjo, vous êtes bien évidemment au contact des réalités agricoles et climatiques. Alors, les agriculteurs sont souvent les premiers à ressentir les effets des dérèglements environnementaux. Dites-nous déjà quels signaux montrent selon vous que cette crise n'est plus, bien sûr, une menace future, mais une réalité déjà installée dans notre quotidien. Bien évidemment, cette crise est déjà une réalité. Plusieurs producteurs rapportent que les terres s'appauvrissent de plus en plus. Il y a l'appauvrissement des sols qui est constaté, ce qui a un impact direct sur le rendement. Donc, il y a baisse de rendement, crise alimentaire, évidemment. Et à côté de ça, nous observons de plus en plus une mauvaise répartition des pluies. Au Bénin, dans la partie sud, nous espérions souvent les pluies, le début de la grande saison des pluies, fin mars, début avril. Et depuis quelques années, il y a un retard. Les pluies peuvent commencer en juillet, voire fin mai. Et puis, quand ça commence, bien évidemment, on observe des poches de sécheresse. J'appelle poches de sécheresse une durée de plusieurs jours successifs de sécheresse au sein d'une période pluvieuse. Vous voyez, donc cela a bien évidemment un impact sur la production agricole. Je parlais tout à l'heure aussi de mauvaise répartition des pluies. Il y a des moments donnés, peut-être une pluie qui devait s'étendre sur plusieurs jours, on a cette quantité de pluie en une seule journée. Ce n'est pas bénéfique pour les producteurs agricoles. Et à côté de ça, nous avons aussi les déchets plastiques que M. Luc a évoqués tout à l'heure. Dans les milieux ruraux les plus reculés, où on n'espère même pas avoir des sachets, nous avons de plus en plus de déchets plastiques qui dénaturent la structure du sol, donc empêchent l'infiltration de l'eau, désorganisent la microfaune terrestre et tout, du sol du moins. Donc c'est autant de constats que nous faisons au sein de l'agriculture. Là, on va parler de la dégradation des terres. Bien sûr, il y a la dégradation des sols, bien sûr. Alors, merci pour ces
C'est la science qui l'a prouvé. D'accord. Il y a 50 ans, 100 ans, quand le plastique a été inventé, puisque le plastique n'est pas éternel, le plastique est venu à nous comme toute autre chose, mais l'être humain a vécu longtemps sans le plastique. Il n'y avait pas cette problématique-là, puisqu'on pensait que le plastique était un corps inerte. Un corps inerte, c'est un peu comme le verre, comme le métal. Bien vrai, on prépare avec, ça peut se dégrader, mais ça n'aura pas d'impact direct dans notre corps et pour notre santé. Mais ce que la science a prouvé maintenant, c'est que le plastique rentre dans notre corps et que nos cellules n'arrivent pas à le détecter comme un danger. C'est-à-dire, les cellules le voient, mais ils ne peuvent pas le toucher. Ils essaient quand même de l'éliminer, mais ils n'arrivent pas à l'éliminer. Donc, pour éliminer les cellules, bien vrai, le corps doit produire certains corps et certains anticorps comme s'il avait un problème, mais le plastique est là, le plastique ne réagit pas, le plastique ne bouge pas, le plastique ne disparaît pas. Donc, lorsque notre corps est sain, il produit des substances qu'il devait produire lorsqu'il y a un problème. Donc, on est d'accord que là, réellement, le corps aura un problème. Et le pire aujourd'hui, c'est que le plastique se retrouve même dans les enfants qui viennent de naître. C'est-à-dire un enfant qui doit naître parfaitement sain est aujourd'hui du plastique, oui. Comment? Oui, je vous explique un peu. Je ne sais pas que ça va prendre trop de temps. Aujourd'hui, les scientifiques ont découvert que les microplastiques se fragmentent tellement que, premièrement, ils fusionnent avec l'ADN. Donc, aujourd'hui, quand on prend l'ADN d'un être humain normal, on y retrouve aussi du plastique. Ah, oui. Je pense que nous allons y revenir pour ces détails. Alors, Monsieur Biaou, lorsque ces déchets s'accumulent dans notre environnement, quels risques représentent-ils pour... Enfin, on a déjà parlé en partie de la santé humaine, mais concrètement parlant pour les écosystèmes. Alors déjà, merci. Avant de parler donc des écosystèmes, il faut également préciser que cette pollution donc, de plastique aujourd'hui aggrave la pauvreté tout simplement. Parce que ma consoeur vient de dire tout à l'heure que nous avons des problèmes d'infiltration. Lorsqu'il pleut, il y a des plastiques dans le sol. Il est vraiment difficile que l'eau puisse s'infiltrer correctement. Vous êtes d'accord avec moi que si il y a des problèmes d'infiltration, forcément cela aura des répercussions sur la production agricole. Parce qu'aujourd'hui, l'agriculture est fortement vulnérable et dépendante donc, des conditions climatiques. S'il n'y a pas de l'eau, ça veut dire simplement que nos cultures ne vont pas produire suffisamment. Et cela va donc aggraver donc, la pauvreté au niveau donc, de nos braves agriculteurs. Alors, sur le plan donc, des écosystèmes, il faut dire tout simplement que aujourd'hui, nous assistons quand même à la disparition de certaines espèces, aussi bien végétales que même au niveau des oiseaux. Il y a des espèces qui disparaissent, ce qui compromet déjà dangereusement la pollinisation. Déjà, c'est un problème déjà sérieux. Cela compromet également, même sur les aspects économiques, ça compromet même le tourisme. Vous êtes d'accord aujourd'hui que si notre écosystème est détruit, cela aura forcément des répercussions sur le tourisme. Parce qu'aujourd'hui, nous le savons bien, le gouvernement actuel a quand même orienté ses actions vers le tourisme. Et donc, imaginez un seul instant que les écosystèmes soient détruits, certaines espèces disparaissent. Forcément, cela ne va pas donner un attrait donc, aux touristes qui voudront venir voir certaines espèces qui sont typiques au territoire béninois ou à la bande ouest africaine. Et donc, c'est autant d'éléments aujourd'hui qui nous permettent de dire tout simplement qu'il faut faire forcément des actions concrètes pour faire face donc, aux dégâts vraiment néfastes donc, de ces changements climatiques. Alors, chers invités, ce constat que vous avez tous mentionné par ici soulève inévitablement la question des responsabilités. Alors, je pose la question de savoir à qui incombe aujourd'hui la responsabilité de la dégradation de notre environnement. Je commence par vous. D'accord. Alors, la responsabilité de cette dégradation, déjà, je vais dire que c'est vous, madame la journaliste, c'est moi également, c'est nous tous qui sommes ici présents. C'est également la responsabilité donc, des pouvoirs publics, des décideurs publics, des hommes politiques. C'est également la responsabilité des entreprises, des multinationales qui s'installent. C'est également la responsabilité de nos différentes communautés, des vieux, des jeunes et enfants. Donc, c'est une responsabilité commune et nous devons savoir que l'environnement, c'est donc un patrimoine commun et nous contribuons chaque jour à la dégrader davantage. Et donc, il est important donc, de situer les responsabilités et que nous puissions vraiment prendre conscience de la dangerosité donc, de ce qui nous arrive et de ce qui nous attend. Et ce qui nous attend, ce n'est pas uniquement nous, puisque cela concerne également les générations futures qui risquent d'avoir quand même un héritage qui sera vraiment désagréable, qui sera vraiment une catastrophe si nous ne faisons rien.
Alors, vous, monsieur Lucanato? Je pense pareil, mais c'est plus sectoriel, plus segmenté de mon côté. Je dirais que la responsabilité se trouve à chaque niveau. Déjà, il y a déjà le principe du pollueur-payeur. Quand on parle de pollueur-payeur, c'est-à-dire celui qui pollue, bien celui qui a mis le déchet dans l'environnement, celui qui a pollué l'usine ou bien l'industrie qui a émis les polluants, c'est lui qui doit réparer le dégât qu'il a créé. Mais aujourd'hui, c'est un principe qui existe, mais qui n'est pas vraiment mis en application. Et quand je parle de mise en application aujourd'hui, je parlerai plus de nos frontières, je parlerai plus de l'Afrique. Aujourd'hui, l'Afrique est, disons, entre guillemets, considérée un peu comme la poubelle du monde. C'est-à-dire, on déporte tout ce qui ne va plus, tout ce qui n'est mal réglementé chez nous, mais tout ce qui ne faut plus en Europe et autres, on le déporte ici, puisque nous n'avons pas encore ce savoir sur l'étiquetage, comprendre quand un vêtement que nous portons est peut-être un risque cancérigène pour nous. On n'arrive pas à comprendre cela. Déjà, comme le disait monsieur tout à l'heure, Monsieur Bien? oui, c'est une histoire de réglementation. Le gouvernement doit plus réglementer, plus suivre ce qui rentre dans nos pays. Et on doit aussi nous-mêmes comprendre que nous ne vivons pas dans une poubelle, que le dehors est aussi chez nous. Et de là, je passe directement au point de l'éco-citoyenneté. Tout un chacun de nous, nous devons comprendre que l'environnement est le bien de tous, c'est le bien commun. Il y a quelque chose qui cloche souvent chez nous, j'explique. C'est un peu comme je sors, je prends quelque chose dans un sachet, je suis obligé, puisque je n'ai pas gardé quelque chose par exemple. Mais quand je finis, je ne trouve pas peut-être de poubelle immédiate. Je me dis, je peux la mettre, moi je la mettrai dans ma poche, en trouvant une poubelle et en allant la jeter. Mais d'autres diront que bon, si je jette ce sachet-là, c'est pas grave. C'en est qu'un seul. Au fait, c'en est qu'un seul. Bon, pourquoi ça devrait causer un problème? Mais exactement, celui qui viendra après fera aussi pareil. Donc, l'éco-citoyenneté aussi est un volet très important. Merci à vous. Alors, Madame Hermione Kodjo, au regard de tout cela, quel rôle doivent jouer davantage les collectivités locales, y compris même l'État? Oui, comme l'ont dit mes prédécesseurs, l'action est collective. Et aujourd'hui au Bénin, nous avons des lois, mais qui ne sont pas encore vraiment appliquées. Donc il faut que l'État déjà veille à l'application de ces lois, sans discrimination bien sûr. Il ne faut pas faire de favoritisme à qui que ce soit. Qui tombe dans la loi va subir la loi en termes de l'environnement, va subir la sanction bien évidemment. Et en tant que les gens de société civile ils font déjà des actions de sensibilisation, mais aujourd'hui, on n'a plus besoin rien que des sensibilisations passives. Nous avons besoin des choses, des actions actives. Passer vraiment à l'action et inciter la jeunesse et bien sûr les enfants à adopter des comportements écologiques et respectueux de l'environnement. Et les parents aussi, déjà à la maison, nous devons apprendre à inculquer des bonnes actions à nos enfants. Comme on le dit, l'éducation commence au berceau, à la maison, bien sûr. Donc, nous sommes tous interpellés et l'action est vraiment collective et commune. Alors, Monsieur Biaou, dites-nous comment est-ce qu'on peut renforcer, concrètement parlant, la gouvernance environnementale? Alors déjà, il faut au niveau institutionnel mettre en place quand même des mécanismes pour favoriser déjà donc, les différentes actions, pour favoriser donc, un environnement beaucoup plus sain. Et parlant donc de cela aujourd'hui, je pense que le ministère du cadre de vie et des transports en charge du développement durable fait quand même beaucoup d'efforts dans ce sens-là. J'en veux pour preuve la mission relative donc, au plan d'action pour l'économie circulaire qui a été validé il y a quelques mois. Donc c'est aujourd'hui un mécanisme qui permet de pouvoir quand même durablement faire face déjà aux déchets et également dans les transports. Mon collègue tout à l'heure a parlé des vêtements usagés qui viennent chez nous en Afrique, pas qu'au Bénin, en Afrique de façon générale. Et l'Afrique est considérée comme une poubelle, il l'a si bien dit. Et donc aujourd'hui, avec tous ces mécanismes, notamment le plan d'action pour l'économie circulaire, qui entre déjà dans sa phase opérationnelle, est un pas déjà très important pour quand même faire face aux différentes menaces auxquelles nous faisons face.
Alors, au-delà donc de ce mécanisme aujourd'hui, il faut déjà voir également au niveau décentralisé, jusqu'au niveau des communes aussi. La plupart des municipalités quand même sont dotées aujourd'hui de cadres. Quand vous allez, autrefois, il y a cela 10-15 ans, quand vous allez dans nos communes, malheureusement, nos communes ne disposent pas de cadres vraiment compétents pour pouvoir quand même résoudre les questions environnementales. Aujourd'hui, nous avons quand même des cadres dans toutes les mairies pour quand même accompagner l'action donc au niveau local. Et donc au niveau des documents de planification stratégique, au niveau des communes, c'est-à-dire les SDAC et également au niveau donc, des PDC, il y a donc systématiquement une introduction donc, des mesures en ce qui concerne la neutralité des terres, NDT, et également des mesures également en termes de dégradation des sols. Il y a des mesures aujourd'hui qui sont prises, qui sont mises en œuvre avec bien sûr l'appui des ONG locales qui œuvrent quand même inlassablement pour que nous puissions avoir des solutions alternatives aux engrais chimiques également pour quand même apporter des solutions durables donc, à nos différents écosystèmes et également au couvert végétal. Alors, mesdames et messieurs, les responsabilités sont importantes, mais les conséquences le sont davantage encore, car derrière, bien évidemment, les chiffres et les rapports scientifiques, c'est finalement la question de l'avenir de nos enfants qui se pose. Alors, sur ce plateau, chers invités, si les tendances actuelles se poursuivent, quel environnement risquons-nous de laisser aux générations futures? La parole est à qui veut la prendre. D'accord. Aujourd'hui, je ne parlerai pas de futur, je parlerai d'actualité. Personnellement, dernièrement, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de jeunes qui, sur les réseaux sociaux, ont créé alerte au cancer. Mais comment un jeune de 20 ans, 21 ans, 25 ans peut avoir un tel cancer? Moi, c'est la première problématique qui est liée à l'environnement que moi, je vois pour faire comprendre que ce n'est pas un problème de demain, c'est un problème d'aujourd'hui. Un problème d'aujourd'hui puisque la protection de notre environnement, ce n'est pas que les sachets plastiques, ce n'est pas que la gestion des déchets, ce n'est pas que le climat, mais il y a aussi la pollution environnementale, la pollution de fond qui a un impact direct sur nous. Et aujourd'hui, avec la tendance qui est montrée, si nous ne nous réveillons pas, puisque le Bénin est un pays qui est en train de vraiment se développer à vitesse grand V, si nous ne nous réveillons pas sur les problèmes environnementaux, sur chacun des aspects qui représentent ou bien englobent cette question, on aura ce qu'il faut pour vivre et pour bien vivre, mais la santé n'y sera pas. D'accord. Et vous, Madame Hermione Kodjo? En toute franchise, les tendances actuelles ne sont pas changées, rien n'est corrigé. On risque de donner un cadeau empoisonné à nos enfants. Un cadeau empoisonné? Oui, on leur laissera une terre dégradée, non productive, en baisse de fertilité, un environnement, un écosystème, sans plus rien de normal en fait. Déjà, nos parents ont eu la chance de vivre nos ancêtres. Si on réveillait un de nos ancêtres aujourd'hui, il nous dira, mais où suis-je? Ce n'est pas la terre que j'ai connue. Donc, oui, bien sûr, nous devons vraiment nous réveiller. Il est urgent de faire des actions vraiment, de réduire les déchets plastiques. Parlant pour la fertilité des sols, déjà, il faut adopter des pratiques agroécologiques, réduire les intrants ou bien totalement supprimer l'utilisation des intrants chimiques qui appauvrissent davantage et couper cela avec les changements climatiques, le réchauffement climatique, c'est une catastrophe. Donc, chacun à son niveau, nous devons voir ce qu'on doit corriger impérativement pour ne pas faire un cadeau empoisonné à nos enfants. Alors, cadeau empoisonné. Et vous, M. Biaou? Alors déjà, comme je rejoins donc le point de vue de M. Luc tout à l'heure, qui dit que ce n'est pas une question d'héritage que nous allons laisser à la progéniture, à la postérité. C'est déjà aujourd'hui ce que nous avons. Il suffit simplement que vous alliez dans la partie septentrionale du pays pour vous en rendre compte. Aujourd'hui, la déforestation, c'est un phénomène aujourd'hui quand même qui a pris de l'ampleur. Et la plupart même de nos forêts aujourd'hui, nos forêts même classées, sont suffisamment menacées. Quand vous allez donc dans ces forêts, vous allez par exemple à Gogounou, malheureusement je ne dis pas de gaieté de cœur,
Moi, j'ai été à Gogounou, dans un des arrondissements de Gogounou. Nous sommes allés dans le noyau central d'une forêt classée. Ce que nous avons vu, c'est un désastre. Ah oui. Quand vous allez également à Segmana, pardon, sur la Sota, au niveau de la Sota, également, c'est le même problème. Et même si vous venez également au niveau de la partie méridionale de notre pays, dans la zone de Zakota, de Corvée également, le constat, il est le même. Aujourd'hui, déjà, c'est un désastre. Donc, imaginez donc qu'est-ce que nous allons laisser à la postérité. C'est, comme l'a dit, et pour conclure ma collègue, ce serait un cadeau empoisonné, c'est un désastre tout simplement. Et il faille aujourd'hui que nous puissions corriger la pente, c'est très très important. Il faut que nous puissions mutualiser nos efforts. Nous devons quand même ne pas tarir d'efforts pour quand même permettre quand même de faire quelque chose. C'est vrai qu'il n'est pas tard, mais si nous devons parler d'héritage aujourd'hui, je vous rassure tout simplement, nous n'allons pas laisser un bel héritage. Nous n'allons pas laisser un bel héritage donc, à la postérité. D'accord, je reviens vers vous, Monsieur Luc Anato. Enfin, la disparition progressive de certaines espèces est souvent perçue comme un phénomène lointain. On l'a annoncé sur ce plateau. Déjà, dites-nous quels risques cela représente pour l'équilibre de nos écosystèmes quand on va parler de cette disparition. Aujourd'hui, il est très important de comprendre aussi que ce soit les oiseaux, que ce soit les lézards, que ce soit les papillons, que ce soit les abeilles qui sont présents dans notre milieu de vie, tout cela sont des indicateurs au fait qui montrent qu'un environnement est sain, qu'un environnement va bien. Par exemple, si souvent dans mon village, je remarque qu'il y a beaucoup d'abeilles et que 2 ans, 3 ans, 5 ans après, je vois que les abeilles ou bien le miel que produisent les abeilles a largement diminué. Là, il y a un réel problème de fond, puisque les abeilles sont le plus grand indicateur de pollution qu'il y a sur la Terre. Puisqu'aujourd'hui, si les abeilles disparaissent, c'est que la Terre n'est plus vivable. Ah bon. Exactement. Puisque le travail que les abeilles font, côté de la pollinisation, etc., c'est un travail de titan. Mais leur présence, même la présence des abeilles, la présence de certains papillons, et autres, montre au fait qu'un environnement est sain. C'est-à-dire, les oiseaux migrent. Il y a beaucoup d'espèces d'oiseaux qui sont des oiseaux migrateurs. Et ils vont souvent vers des lieux où ils peuvent se reproduire, se reposer. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on observe? On observe que leur champ de migration, la manière dont ils migrent, la manière dont ils vont se reproduire, ça a changé. Ils changent de site. Parfois, ils restent là où, normalement de là où ils doivent quitter. Quelque chose que normalement leur horloge biologique a préparé depuis leur naissance est en train de changer. Pourquoi? Parce que l'autre part, là où on doit aller se reposer, là où on doit aller pour mieux vivre, l'endroit est pollué. Donc aujourd'hui, il faut comprendre que même le petit insecte qui se trouve dans notre environnement, dès qu'il disparaît, il faut commencer à se poser une question sur qu'est-ce qui se passe au fait même chez moi à la maison. Oui, c'est très important. Alors, Monsieur Bien, vous avez envie de réagir? Oui, tout à fait, ça m'aurait donné envie de réagir, effectivement. C'est pour dire que même aujourd'hui, nos parents, autrefois, n'avaient pas forcément besoin donc, des connaissances scientifiques pour déjà savoir qu'à tel moment, en voyant telle chose, ça veut dire forcément qu'il y a tel événement qui arrive. Aujourd'hui, il y avait des espèces végétales aujourd'hui qui, dès qu'on sent qu'elles commencent à perdre ses feuilles, systématiquement, on se dit, bon, voilà, la saison des pluies est proche. Il y avait certains oiseaux, dès que vous commencez par les voir dans les airs, tout simplement, attention, il y a risque de sécheresse, il y a risque donc de catastrophes naturelles. Aujourd'hui, toutes ces espèces-là commencent à disparaître. Et ça doit donc nous interpeller. Ça veut dire tout simplement que ces oiseaux qui ne viennent plus au niveau donc, de nos forêts, où on ne les rencontre plus, ça ne veut pas dire qu'ils sont morts. C'est parce qu'ils n'ont plus leur repère. Et donc, dès que leur repère naturel n'existe plus, forcément ils vont partir. Et s'ils partent tout simplement, ça va donc apporter des conséquences, donc, même au niveau de la reproduction. Parce que si ces espèces n'ont pas de repères adéquats pour pouvoir se reproduire, forcément l'espèce va finir par disparaître. Et pareil, même quand vous allez au niveau des écosystèmes de mangroves également, il y a des espèces particulières qui restent au niveau de ces mangroves-là. Et aujourd'hui, nous constatons quand même que l'action anthropique vers ces écosystèmes de mangroves, c'est un écosystème particulier, ces actions aujourd'hui sont vraiment très poussées.
heureusement que la direction générale des eaux et forêts et chasses a quand même mis en place plusieurs cellules, même au niveau local, pour pouvoir quand même sécuriser ces espèces qui sont vraiment très très particulières, même au niveau donc, de l'équilibre. Parce que ça c'est pour quand même avoir un certain équilibre au niveau des écosystèmes que toutes ces actions-là sont mises en place. Alors, donc, je voulais apporter un peu de vélo au moulin de mon collègue Luc. Alors, je lisais de votre côté tout à l'heure, Madame Hermione, une sorte de validation. Je voudrais juste ajouter que la toute petite espèce qu'on trouve dans un écosystème, sa présence n'est pas anodine et sa disparition va nécessairement entraîner un déséquilibre dans cet écosystème. Donc, quand on observe la disparition d'une espèce, il ne faut pas qu'on voit que c'est insignifiant. Il faut qu'on se pose des vraies questions. Pourquoi on n'a plus cette espèce? Pourquoi? Parce que sa disparition a toujours une conséquence visible ou invisible. D'accord. Alors, face à ce tableau préoccupant, il est important de rappeler qu'il existe aussi des solutions. La question n'est donc plus seulement de constater, mais bien évidemment d'agir. Alors, Monsieur Luc Anator, quelle action prioritaire devrait être engagée dès maintenant? Depuis plusieurs années, et même aujourd'hui, on parle de la sensibilisation. Mais il est bien de sensibiliser, et il est toujours bien de sensibiliser. Mais sensibiliser aujourd'hui, je dirais, sensibiliser dans le langage de tout le monde, avec le niveau de compréhension de tout le monde, et surtout de ne pas cacher le problème réel, de présenter le problème de fond. Ça, c'est la première des choses. Et la deuxième chose, c'est de vraiment sévir. Il y a beaucoup de lois. Il y a des lois peut-être qui doivent être renforcées, peut-être dans le cadre de la pollution plastique. Il y a beaucoup de lois en termes d'environnement, en termes de pollution. Quand je parle de pollution, on va parler de gestion des déchets. Quand on parle de gestion des déchets, pas personnel, pas que les usines, peut-être que les usines font. La libération de liquide, quand on parle aussi des gants coagulés, comme on les appelle affectueusement, qui, quand ils prennent les batteries, ils versent le liquide par terre. Les mécaniciens, l'huile à moteur et autres, on le constate souvent. Donc, vraiment parler de responsabilité, vraiment mettre des lois et vraiment sévir. Puisqu'aujourd'hui au Bénin, on observe que dès qu'il y a de punitions et dès qu'il y a des exemples mis à la lumière du jour, il y a un certain arrêt qui est vu et qui est perçu. Donc vraiment, c'est deux leviers, sensibiliser, agir et punir. Ça fait 3. Alors, Monsieur Biaou, comment est-ce qu'on peut intégrer davantage les enjeux climatiques dans les politiques publiques et l'aménagement du territoire? Merci. Alors déjà, avant même de répondre à votre question, je tiens quand même à préciser qu'il est important aujourd'hui d'inclure dans les différents curricula de formation l'éducation à la citoyenneté. C'est très important parce qu'aujourd'hui, pour corriger les choses, il faut commencer par le bas. Et moi, la thérapie que moi je propose, c'est que au niveau des écoles, au niveau primaire bien sûr, il faut quand même renforcer les différentes thématiques liées à l'environnement. C'est très important. Cela permettra déjà à l'enfant, parce que l'enfant, c'est le citoyen de demain, donc permettre déjà à l'enfant de savoir dès son jeune âge qu'il est très important de pouvoir prendre soin de l'environnement, parce que l'environnement, c'est un patrimoine commun et il faut vraiment prendre soin de cela. Au niveau des politiques publiques, il est très important que déjà au niveau de l'Assemblée nationale, qu'il y ait des propositions de loi qui quand même permettent tout simplement d'insuffler des filières au niveau de l'économie circulaire. C'est très important. Le collègue tout à l'heure a abordé la filière des gants coagulés, comme on dit, les fers usagés. Aujourd'hui, c'est heureux que ces fers, autrefois, quand on finit de les acheter, c'est directement exporté à l'étranger. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Il y a des industries aujourd'hui à Cotonou, au niveau de la zone industrielle, qui rachètent ces différents métaux, les fondent et produisent de nouveaux métaux qui sont prêts à l'emploi au niveau des BTP. C'est très important. Pareil au niveau des plastiques également. Il y a des usines aujourd'hui qui achètent ce plastique-là au Bénin ici, qui essaient de refondre ce plastique
et en fait du neuf. Donc moi je pense qu'il est très important que la réglementation favorise davantage des initiatives circulaires. Je pense que c'est la solution idéale parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui quand vous prenez un citoyen lambda, il sait quand même que le déchet n'est pas bon pour lui. Pourquoi ne le garde-t-il pas chez lui et le met dehors? Ça veut dire simplement qu'il est conscient que ce n'est pas bien. Alors, dès lors qu'il aura de nouvelles politiques pour lui permettre de savoir que désormais, ce déchet par exemple qui est biodégradable, ça me permet, dès que je rapporte à INS, à telle entreprise, d'avoir peut-être de l'argent. Vous verrez, ça sera systématique. C'est lui-même au contraire qui va commencer par faire la guerre, qui va commencer par bagarrer pour les déchets. Parce que lorsque tu viendras chez lui prendre ces déchets, il va dire non, tu ne peux pas parce que je veux le vendre. Et donc, je pense qu'au-delà de la sensibilisation, je ne dis pas qu'il ne faut pas sensibiliser, au-delà de la sensibilisation, il est très important d'insuffler une nouvelle façon de faire. Parce que c'est la seule façon aujourd'hui de pouvoir permettre de régler ce problème. Donc, au niveau des pouvoirs publics, c'est très important de pouvoir quand même mettre également, passer à la phase de la répression et mettre également en place un arsenal juridique qui puisse vraiment taper du poing sur la table. Parce qu'à l'allure où les choses vont, tout simplement, nous constatons qu'au fil des années, la situation est en train de s'aggraver. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des efforts qui sont faits. Il y a aujourd'hui plusieurs ONG, plusieurs associations qui font des efforts vraiment très très importants en termes de sensibilisation, en termes d'éducation. Mais il est aussi important donc qu'au niveau de l'arsenal juridique, qu'on passe aussi à la répression. Mais moi, ma position, je la répète, il est important de trouver une solution, surtout en termes de gestion des déchets, puisque je suis aménagiste. Je reviens là-dessus, oui. Il est vraiment important que l'État puisse trouver une solution vraiment durable à la gestion des déchets. Si les déchets sont bien gérés, vous ne verrez plus les déchets dans les caniveaux. Faites un tour, promenez vos caméras un peu dans les rues. Vous verrez, une fois que les caniveaux qui ont été construits à grands frais, une fois qu'ils sont construits, après 6 mois, allez. Actuellement, il y a des travaux de curage qui sont en cours dans Cotonou. Allez-y, promenez vos caméras, vous allez voir tout ce qu'on sort des caniveaux. Je vous assure que s'il y a une solution aujourd'hui où des entreprises, même des micro-entreprises, rachètent ces déchets biodégradables pour en faire de l'engrais. Parce qu'en achetant, ces entreprises produisent de l'engrais bio. Cet engrais bio sera vendu aux producteurs. Et tout simplement, ça crée également de la richesse et de l'emploi. Bien sûr. Donc, forcément, cette action aura de grandes répercussions. Cela va également insuffler donc, un nouveau dynamisme donc, à l'économie. J'ai lu une validation de votre côté, M. Lucas Nathan. Oui. Exactement. Il est très important de parler aussi de l'économie circulaire. Et quand on parle de circularité, vraiment pouvoir valoriser les déchets. Puisque on considère les déchets comme un problème. Même aujourd'hui, qu'est-ce que fait la SGDS? La SGDS fait l'enfouissement des déchets. Mais autre part, en Europe, avec les déchets, on produit de l'électricité. Puisque les déchets en cours de décomposition produisent énormément de chaleur. On prend les déchets, on en fait du biogaz. Et quand on les trie, quand on fait la bonne segmentation, on en fait de l'engrais, on en fait du biogaz et on peut encore produire de l'électricité. Si les déchets sont bien segmentés, si on valorise le verre, le papier, les déchets organiques, et qu'on fait le tri comme cela se doit, ma position sur le plastique, c'est un peu compliqué, puisque le plastique, sa circularité reste encore bon, c'est plutôt compliqué. Mais par rapport aux autres filières, il est important d'agir, puisque partout, même par exemple aujourd'hui, pour les déchets, comme le disait tout à l'heure, ce que les grands publics produisent, la grande partie n'est pas utilisée aussi au Bénin. Elle est exportée. À part ça, que ce soit le verre, même le papier, au Bénin, nous n'arrivons pas à faire cette valorisation. Au Bénin, il y a plusieurs petites ONG, il y a des entreprises qui essaient de valoriser le biogaz. Même aujourd'hui, mon entreprise, VD Action, est positionnée sur ces questions-là. Mais le problème est vraiment au niveau du soutien. Qui suit? Qui aide ces entreprises, qui portent des solutions pour l'innovation, pour la gestion des déchets. En gros, c'est ça la problématique, c'est le comment agir et le pourquoi agir et donner au fait de la matière et vraiment montrer aux autres, puisqu'il y a le plus important, quand tu ne montres pas
à ton prochain l'avantage qu'il a de cette pratique que tu lui demandes d'utiliser, mais d'adopter ou bien d'appliquer, il se dira que c'est une perte de temps. Même s'il gagne 25 francs, oh, il sera très heureux de le faire. Donc, vraiment, essaye de mettre en place un système, vraiment de l'économie circulaire, que chacun s'y retrouve pour valoriser nos déchets. Beaucoup de choses changeront. Alors, beaucoup de choses. Allez-y, allez-y. Merci. Alors, je voulais revenir sur une partie donc, de son intervention pour dire aujourd'hui les choses ont évolué au niveau de la GDS parce qu'au niveau du bureau d'études où moi je travaille, nous nous sommes penchés sur la question. Aujourd'hui, au niveau de la GDS, il y a des unités de tri quand vous allez au niveau des centres de transfert, d'accord. Il y a des unités de tri aujourd'hui qui sont faites. La GDS aujourd'hui, pas pour leur jeter de la fleur, des fleurs, pardon, elle aujourd'hui, elle a commencé par faire du tri. Et donc, avant même d'apporter les déchets au niveau du centre de traitement ou d'enfouissement, pardon, il y a un tri qui est fait directement. Donc, ce qui permet déjà d'allonger même la durée de vie du site qui accueille ces déchets et également de pouvoir quand même apporter donc de la matière première quand je parle de circularité. Donc, c'est ce que je voulais rajouter rapidement. Alors, Madame Hermione Kodjo, je vous pose la question de savoir comment est-ce qu'on peut promouvoir une agriculture résiliente et capable de répondre aux défis climatiques actuels. Merci beaucoup. Pour faire face aux défis climatiques, je pense que l'agriculteur aussi doit adopter des pratiques qui respectent l'environnement. Et le point le plus crucial, le plus essentiel dans cet aspect, c'est les intrants chimiques. Parce que bien vrai que ça booste au premier abord la productivité, mais ça détruit en même temps les sols. Et puis, il y a aussi des remonances, des résidus de pesticides, de ces intrants chimiques qui se retrouvent dans nos assiettes. Donc, il faut que les agriculteurs retournent à l'agroécologie, des pratiques agroécologiques. Ils peuvent associer des cultures, ils peuvent faire l'assolement, l'agroforesterie, et ça marche. Des études ont montré que ces genre de pratiques boostent vraiment la productivité et contribuent à la santé des sols. Il faut qu'ils aussi évitent de trop déranger la structure du sol. Faire une agriculture de conservation. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on parle de ça aux agriculteurs, ils se disent, mais quand je vais faire ça, ils pensent beaucoup plus au volet économique, mais ils oublient la durabilité de leur sol, la durabilité de la santé de leur sol, et puis ils veulent à coup sur un point avoir un grand rendement en tuant le sol, ce qui n'est vraiment pas bénéfique. Il faut qu'en tant qu'ONG, nous le faisons déjà dans notre organisation, nous faisons des formations sur l'agroécologie. Nous travaillons beaucoup plus avec les productrices qui sont en maraîchage. Nous les apprenons comment eux-mêmes peuvent fabriquer leur engrais à base des produits naturels, des engrais verts pour booster la production dans leurs exploitations. Il y a autant d'actions que les agriculteurs peuvent adopter pour faire face à cette crise climatique. D'accord, vous évoquez la préoccupation de l'agroforesterie, l'agroécologie. Voilà, pour le téléspectateur qui nous regarde, qu'est-ce qu'il peut comprendre de manière terre à terre? Ok, l'agroforesterie, nous avons agroforesterie, c'est l'association de la production agricole, la production des cultures associée à la production des arbres sur un même espace. L'agroécologie, bien évidemment, c'est déjà l'agroforesterie fait partie de l'agroécologie. L'agroécologie, ce sont des pratiques agricoles qui sont respectueuses de l'environnement, qui ne posent pas de désastre à l'environnement. Et l'un des principes de l'agroécologie, c'est de ne pas apporter des intrants chimiques. Alors, vous aurez compris, Madame Hermione Kodjo. Alors, chers invités, je voudrais qu'on aborde la préoccupation de recyclage, le recyclage des déchets, parce que quand on parle environnement aujourd'hui, le recyclage fait partie des points primordiaux dont on évoque souvent, Monsieur Biao. Alors, quand on parle de recyclage, c'est une technique tout simplement qui permet
au lieu peut-être de jeter, je dis n'importe quoi. Vous avez peut-être les pneus de votre véhicule qui sont usagés. Autrefois, d'autres brûlent ces pneus-là, utilisent les fils de fer pour peut-être en faire du barbelé. Au lieu, par exemple, de jeter cela ou de le brûler, ces pneus-là peuvent être récupérés, par exemple, par les restaurants pour en faire des tables ou des chaises. Quand vous allez, vous voyez peut-être au niveau de la plage de la Beige, vous allez constater qu'il y a des restaurants où les tables sont faites à base de pneus recyclés. Et donc, c'est très important. Ça permet donc déjà de pouvoir minimiser les risques donc, de pollution donc, de l'environnement. Pareil également au niveau donc, des bouteilles en plastique. Au lieu, par exemple, de prendre ces bouteilles en plastique, les incinérer, les enfouir ou peut-être les jeter, ces bidons plastiques, bouteilles plastiques peuvent être utilisées. Par exemple, nos jeunes mamans qui vendent par exemple des jus, elles peuvent réutiliser donc, ces bidons, ces bouteilles en plastique pour d'autres usages. Et donc, c'est très important de pouvoir le faire. Cela, puisque nous savons aujourd'hui que les ressources ne sont pas infinies. Et donc, il faut donc utiliser ces ressources même du sol pour pouvoir fabriquer ces différents matériaux avec efficience. Et donc, c'est autant de choses qu'on peut faire en termes de recyclage. C'est pour cette raison justement que j'abordais donc la question donc, de l'économie circulaire, de mettre en place aujourd'hui quand même un arsenal juridique et réglementaire qui puisse quand même insuffler la création donc, d'entreprises circulaires. Parce que la circularité prend en compte tous ces éléments-là. Le déchet de l'un est la matière première de l'autre. Tout à l'heure, je vous ai dit que lorsque nous prenons les déchets solides ou peut-être biodégradables, qui représentent peut-être les déchets pour INS, l'autre qui a son entreprise peut récupérer ces déchets-là en fait de l'engrais bio. Oui. Donc le déchet de l'un devient la matière première de l'autre. Donc c'est à ce principe-là que répond donc la circularité. Et c'est aujourd'hui un principe qui vient quand même répondre vraiment valablement aux défis environnementaux auxquels nous nous faisons face. Alors, Madame Hermione Cordeau, dites-nous quelle lecture faites-vous de l'action de recyclage? En parlant de recyclage, comme l'a dit M. Ayodele, il faut qu'on réduise l'émission des déchets, la création, la production des déchets. Et à titre d'exemple, il faut qu'on évite d'utiliser des sachets plastiques à usage unique. Parce que ça, là, on utilise, c'est fini. En parlant de recyclage, je prends une bouteille d'eau, par exemple. Je peux l'utiliser pour conserver de l'huile. Je peux l'utiliser pour la polyculture, la culture hors sol. De plus en plus, ce sont des pratiques qu'on le fait. Il y a des producteurs qui font la production, des maraîchers qui font la production des laitues dans des bidons plastiques. Et ça, c'est efficient en termes d'utilisation d'eau, vous voyez. Donc, il y a autant de ces pratiques aussi qu'on doit adopter, comme chacun de nous, nous pouvons essayer d'avoir notre sac pour le marché. Notre sac, chaque fois que je vais aller faire des courses, je prends ce sac pour faire mes courses dedans, je reviens une prochaine fois, j'utilise. Ça entre aussi dans le processus de recyclage, ça réduit la production des déchets un temps soit peu. D'accord, merci à vous, Monsieur Luc Anator. Pensez-vous que l'action de recyclage contribue d'une manière ou d'une autre à l'économie, au développement économique du pays? Exactement, oui, je pense exactement comme mes prédécesseurs. Aujourd'hui, il est important de faire la différence entre le recyclage et le décyclage. Et quand on parle de recyclage et de décyclage, d'abord toujours le problème, mon problème, c'est le plastique. Et mon problème, c'est les déchets chimiques. Voilà. Aujourd'hui, quand on parle de déchets, quand on parle de circularité, on peut citer le verre, le papier, les déchets organiques que nous produisons à la maison. Et quand on parle de déchets organiques, il ne faudrait pas aussi oublier les excréments, c'est-à-dire tout ce qui se trouve dans nos fosses septiques, puisque c'est vraiment des matières valorisables. Mais quand on parle de circularité, il faudrait, et il est important, que dans cette circularité-là, comme le disait mon prédécesseur, il faut qu'il y ait une réglementation, puisque les déchets récupérés et mal mis dans cette circularité-là représentent plus un problème qu'une solution. Puisqu'aujourd'hui, les déchets agroalimentaires, c'est bien et c'est important de les valoriser, mais quand ils sont mal valorisés, ils produisent du méthane, et ce méthane-là contribue à la dégradation de la couche d'ozone. Donc, des réglementations qui encadrent la circularité pour qu'il puisse être fait réellement certaines choses qui ne polluent pas plus
qu'on répare, mais qu'on essaie de faire cette valorisation. Tout à l'heure, là, parler des pneus qu'on utilise comme des tables dans les restaurants, c'est parfait. Mais quand on va parler de la fonte, il y a la dégradation du plastique, la libération de microplastiques, la production de gaz qui endommage, qui affecte déjà ceux qui travaillent sur la matière, sans parler encore des conséquences que ça aura dans le fond. Donc aujourd'hui, parler de circularité, c'est bien, mais ça doit être bien encadré, etc. D'accord. Alors, avant de conclure cette émission, je souhaiterais que chacun de vous s'adresse directement à nos chers amis téléspectateurs. Monsieur, voilà, je reste avec vous, Monsieur Likanato. Quel message adressez-vous aux décideurs et surtout aux citoyens béninois? Je vais commencer à m'adresser aux citoyens. Il est très important de comprendre que l'environnement, c'est le bien de tous et qu'il ne faut pas attendre demain pour agir. Le changement commence aujourd'hui, comme j'aime si bien le dire, le changement commence aujourd'hui et le changement se trouve principalement dans les mains de la jeunesse. Allez-y. Oui, dans les mains de la jeunesse. Aujourd'hui, avec l'avènement de l'intelligence artificielle, il y a beaucoup de choses qui ne nécessiteront plus l'importance humaine. Il est très important pour les jeunes de se recentrer dans tout ce qui concerne l'économie circulaire, puisqu'il n'a pas une entreprise, il n'a pas une ONG qui pourra changer les choses. C'est l'action, mais les petites actions de plusieurs groupes de personnes ou de plusieurs personnes en singleton qui pourra changer les choses. Et pour mon message que j'adresse aux acteurs politiques, à ceux qui votent les lois, de pouvoir accompagner, de pouvoir mettre à la lumière, de pouvoir valoriser les différentes actions qui sont mises en place dans le cadre de l'environnement, de former, de faire former principalement et de mettre la sensibilisation déjà au niveau du plus bas âge, même en maternelle, mettre réellement la sensibilisation, tout ce qui concerne l'éco-citoyenneté, tout ce qui concerne la responsabilité environnementale depuis le bas âge, pour qu'on puisse comprendre, pour que la jeunesse puisse comprendre qu'aujourd'hui, le monde dans lequel nous vivons, il appartient à tout le monde. Ce n'est pas que la SVT, ce n'est pas que l'histoire et la géographie, il faut aussi qu'on comprenne la terre sur laquelle nous vivons. Alors, Monsieur Biaou, dites-nous quel rôle la jeunesse doit-elle jouer dans cette mobilisation? Alors, la jeunesse, c'est le socle de tout développement. La jeunesse, c'est l'avenir tout simplement. Et donc, aujourd'hui, mon message à l'endroit de la couche juvénile, c'est de pouvoir quand même mutualiser les efforts et savoir que l'environnement, tout simplement, c'est un patrimoine commun. Il faut que nous puissions faire et poser des actes éco-citoyens, pouvoir quand même, une fois que nous constatons qu'il y a des actes qui ne sont pas bien pour la nature, de pouvoir également dénoncer. Il faut que nous ayons aussi le courage de pouvoir dénoncer à des moments donnés, parce que lorsque vous constatez le mal et que vous ne réagissez pas, vous êtes également complice de ce mal. Ce n'est pas seulement celui qui a fait ce mal qui fait du mal, mais vous également, vous faites du mal d'une façon ou d'une autre. Et puisque c'est un patrimoine commun, il faut que chacun y travaille. Et également au niveau donc, de nos curricula de formation, je l'avais déjà dit précédemment, il est très très important d'insuffler déjà aux enfants, dès le bas âge, qu'il faut faire très attention donc, à l'environnement, ne pas jeter donc, les déchets n'importe où. Il faut installer donc, des poubelles dans les écoles et déjà montrer aux enfants qu'il est important. Et je vous assure aujourd'hui que lorsque votre enfant vient à la maison et voit son papa faire une action, poser un acte qui n'est pas bien. Lorsque l'enfant lui dit, mais papa, on ne fait pas ça, le papa, c'est vrai, il a honte. Oui. Mais lorsqu'il se remet en lui-même, le message passe. Exactement. Le message passe plus vite que si c'est un adulte qui lui a dit non. Il se dit, mais si cet enfant m'a dit ça, ça veut dire que c'est vraiment important. Si l'enfant déjà a pris conscience que cette action n'est pas bien pour l'environnement, il va falloir donc lui-même qu'il change également de comportement, c'est très important. Alors, merci beaucoup à vous, Monsieur Biaou. Madame Hermione Kodio, dites-nous, quelle action simple chaque citoyen peut-il adopter dès aujourd'hui pour faire partie de la solution dont on parle? Déjà, ce n'est pas une grande action. Chacun de nous, comme je l'ai notifié tout à l'heure, évitons d'utiliser les sachets plastiques à usage unique. Ayons dans nos maisons des sacs est destiné pour nos courses. Parce que ce qui se passe aujourd'hui,
Il y a un penseur qui dit que l'humanité mène une guerre contre la Terre. Si elle gagne, elle périra. Donc, avis à nous tous, nous devons savoir que, comme on l'a dit tout le long de l'émission, la Terre, l'écosystème, c'est notre bien commun. Et chacun de nous, à nos divers niveaux, nous devons mener des petites actions pour contribuer à la préserver et à la restaurer. Alors, merci beaucoup, mesdames et messieurs. Tout au long de cette émission, nous avons dressé le constat, identifié les responsabilités et exploré plusieurs pistes de solutions. Une dernière question pour conclure ce débat, chers invités, face à l'urgence environnementale et climatique. Avons-nous encore le temps d'agir efficacement pour préserver la nature, y compris le développement et l'avenir des générations futures? Alors, M. Biaou, allez-y très rapidement, s'il vous plaît. Alors, je dirais que nous avons le temps. Nous avons effectivement le temps, mais le temps presse. Il faut que nous fassions des actions concrètes en faveur de notre environnement. Oui, allez-y, Madame Hermione. Aussi que nous avons le temps, mais à condition d'agir à partir de maintenant, à l'instant même que je parle. Monsieur Luc Anator. Oui, effectivement, nous avons le temps, mais il ne s'agit pas de parler que de climat. Il s'agit réellement d'agir sur les piliers qui comptent vraiment, de ne pas déporter le problème. Et là, je parle aux politiques et aux industries, puisque quand d'autres cherchent à vivre sur Mars, nous qui n'avons pas la possibilité d'aller vivre sur Mars, nous devons pouvoir préserver notre bien commun. Merci beaucoup. Alors, merci à vous, chers invités, pour vos analyses et surtout vos éclairages. Madame Hermione Kodjo, je rappelle que vous êtes ingénieure agronome forestière, spécialiste du changement climatique et de l'agriculture, aussi directrice exécutive de Nature Plurielle ONG. Monsieur Luc Anator, vous êtes co-fondateur de VD Action, un point focal Bénin, francophonie, zéro plastique et activiste environnemental. Puis enfin, monsieur Ayodele Timothée Biaou, je rappelle que vous êtes géographe, spécialiste des sciences de l'environnement et de l'aménagement du territoire, chef du département ingénierie de projet système de management au sein du cabinet d'études stratégiques pour le développement durable. Merci. Alors, chers amis téléspectateurs, mesdames et messieurs, cette émission nous rappelle que les défis environnementaux concernent chacun de nous, gouvernements, entreprises, collectivités, organisations de la société civile et citoyens. Nous avons tous une part de responsabilité dans la préservation de notre cadre de vie. Le thème de cette année est sans équivoque, maintenant pour le climat. Maintenant parce que demain pourrait être trop tard. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez-nous sur l'ensemble de nos plateformes digitales, notre site internet le www.etelebene.com, notre page Facebook eTélé en direct, notre chaîne YouTube eTélé Bénin et aussi via notre application iOS et Android eTélé. Excellente suite de programmes sur eTélé. Au revoir.